Ok, donc voilà, on va peut-être commencer par la genèse du projet qui nous a fait nous collaborer ensemble. Donc en gros, Mishka et moi, nous nous sommes rencontrés alors c'était quoi, 2011, juillet 2011? Donc voilà, et on avait tous les deux, chacun de notre côté, en fait, l'ambition de faire un projet, donc qui est un projet de diplôme respectif, donc Mishka à l'EPFL, moi à l'ENSI, donc autour du biomimétisme et de savoir si finalement le biomimétisme peut avoir des apports, moi, sur l'objet industriel, en tout cas sur les façons de concevoir, sur les façons de produire, etc. Et sur la façon dont on utilise nos objets. Et Mishka, lui, je vais laisser parler un petit peu après, mais avait une autre conception en fait de l'apport, des apports de biomimétisme dans sa pratique. Donc en gros, c'était un petit peu un hasard quand même. On a été mis en relation par Nicolas Anchaud, qui est le directeur de l'EPFL et Lab, qui m'a dit bah tiens voilà je connais un mec à l'EPFL qui travaille sur le même sujet que toi. Est-ce que ça dirait de le rencontrer et de pouvoir créer un projet ensemble? Donc moi, ce qui m'intéressait en fait dans le fait de faire un projet autour du biomimétisme, c'était surtout pas de faire un projet anecdotique, on va dire, qui relève plus de la poétique ou du design critique, on va dire, mais surtout de pouvoir démontrer les apports du biomimétisme, mais surtout m'ancrer dans une réalité, on va dire, industrielle, donc c'est-à-dire comment intégrer cette discipline-là, donc on va dire naissante, à des contraintes de conception, de production, etc., d'usage, et voilà. Donc avoir quelque chose de vraiment très réaliste et très ancré dans le réel. Donc Mishka va peut-être présenter la façon dont on va faire. Oui, on s'est rencontré avec Gillian en 2011 grâce à Nicolas Anchaud qui a fait un vraiment très bon matchmaker et je pense que c'est important aussi de souligner le rôle de profil comme le sien, donc qui est lui-même un ingénieur de l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne qui après est venu au design et qui maintenant anime un laboratoire à l'interface entre les deux champs et qui fait un effort monstrueux pour rassembler des travaux de designers sur des nouvelles technologies issues des laboratoires principalement de l'EPFL à travers le monde, qui rassemblent entre autres l'ENSI mais aussi le Royal College of Arts, des écoles américaines, etc. Et donc c'est vraiment grâce à des personnes comme ça aussi que l'interface peut se faire. Donc ça, je tenais à le souligner, parce que c'est des profils qu'il faut développer et multiplier dans les grandes institutions, notamment scientifiques, où ils ont un peu tendance à manquer à mon goût. Donc voilà, sinon moi donc, je suis bio-ingénieur de formation, ce qui est un terme assez compliqué et qui porte à confusion, donc peut-être le préciser un petit peu, la définition en tout cas qu'elle a à l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, parce que par exemple en Belgique, où il est plus ancien, c'est déjà pas la même. Donc à Lausanne, c'est principalement on est là pour développer la nouvelle génération des implants et dispositifs biomédicaux et des méthodes thérapeutiques. Donc il y a quelques experts dans la salle sur le sujet qui sont donc principalement en fait d'intégrer un maximum de matière vivante dans ces dispositifs médicaux et pas hésiter à aller modifier le vivant autant que possible pour rectifier la façon en laquelle il ne fonctionne pas. Donc c'est un prérequis assez fort et une vision assez intrusive, je dirais, sur le vivant, qui est très intéressante parce qu'elle nous permet au cours du cursus de nous familiariser avec les techniques de l'ingénierie et de la biologie, mais qui me pose personnellement un certain nombre de problèmes. Et c'est pour ça que je suis venu vers le design, donc c'est pour ça que je remonte si loin. Le premier problème que ça pose, à mon avis, c'est justement la représentation du vivant, en fait, qui est un point assez problématique, notamment quand on commence à rentrer dans des maladies systémiques, comme le cancer ou comme les maladies neurodégénératives. Et pour l'instant, on est encore, à mon goût, un peu trop enferré dans une vision très mécaniste du vivant et très réductionniste. C'est-à-dire qu'on va aller faire des thérapies à l'échelle moléculaire tout droit, parce que c'est là que ça se passe, identifier la protéine clé et comment on peut la changer. Parkinson, Alzheimer, c'est uniquement ces systèmes de plaquettes. Enfin voilà, toute cette vision qui va vraiment descendre très, très bas dans la matière, très vite. Et on ne se pose pas du tout la question de l'intégration de ces mécanismes au niveau systémique, qui à mon avis joue un rôle extrêmement important aussi. Donc il y a cette problématique-là qui fait qu'on est très agressif vis-à-vis du vivant. Et la deuxième problématique que j'oublie petit à petit, oui, qui est aussi le prérequis du modèle de société qui est posé avec cette thérapeutique, qui est en science pas du tout abordé, en design un peu plus, j'ai le sentiment, de questions que pose en fait la direction dans laquelle on développe nos technologies. Et là, c'est pas du tout abordé chez nous, c'est un sujet tabou, je dirais presque, donc on va automatiquement vers une économie de marché, vers comment on va pouvoir soutirer le maximum d'argent à la sécurité sociale pour rembourser nos dispositifs et donc pouvoir faire que ce soit économiquement viable. Des petites histoires sympathiques, entrepreneuriales aussi, avec une entreprise qui se développe autour
d'un marché de niche pour sauver des nourrissons d'une malformation cardiaque qui est racheté par une boîte d'implants mammaires, parce que ça fonctionne très bien, et qui finalement, les implants mammaires, au bout de 5 ans, kill le projet en pleine phase de test clinique, parce que voilà, c'est pas assez rentable. Donc le projet qui est abandonné. Donc des petites histoires comme ça, en fait, qui voilà, pour les scientifiques, ça les dépasse, c'est pas leur domaine. Eux, ils sont sur l'analyse de leurs molécules, mais ces questions-là, on ne se les pose pas, c'est pas de notre ressort. Et donc voilà, ces deux questions-là m'ont amené à venir vers le design et vers le biomimétisme dans un premier temps, parce que le biomimétisme prend déjà la vision du vivant à l'envers. Au lieu de voir comment avec des outils d'ingénierie on va pouvoir attaquer le vivant et le modifier vu qu'il ne fonctionne pas, ce qui est en fait en biomédical mais qui est de loin pas généralisable, on va dire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment le vivant fonctionne, notamment sur des aspects où nos technologies ou notre société dysfonctionne et comment on va pouvoir s'inspirer du fonctionnement de systèmes vivants avec les outils d'ingénierie, réimplémenter des systèmes artificiels qui vont nous permettre de résoudre ces problématiques-là. Et donc, le point qui me rejoint, qui me ramène au design après à partir de ça, c'est que à chaque fois que je tombe sur un projet de designer, ce qui me fascine, c'est une forme de magie qui vient toucher l'émotionnel en fait, à travers à travers le travail du designer. Et que ça, pareil, on n'est pas du tout éduqué en science à manipuler cette magie. Elle est là. On a un sentiment quand même que ceux qui font des carrières scientifiques ont une certaine sensation de cette magie, mais elle n'est pas du tout abordée, travaillée, pratiquée, identifiée. Et donc c'est vraiment ça, moi, que j'étais venu chercher dans la collaboration avec Gillian, c'est comprendre un peu comment s'approprier des méthodes de travail pour travailler cette magie, travailler ce ressenti émotionnel qui, à mon avis, peut changer pas mal de choses au niveau justement du modèle de société. À travers la manipulation de cette magie, on peut commencer à laisser, enfin à faire travailler, à faire réfléchir, à faire apparaître des questions qu'on n'aurait pas si on amène une technologie brute et qu'on la formalise comme on l'a toujours formalisée, parce que c'est comme ça que ça se fait. Voilà. Et juste moi, pour rajouter, de mon côté, en fait, j'avais besoin à l'inverse de pouvoir en gros valider ou éprouver les hypothèses qu'on pourrait émettre avec les outils aussi de l'ingénierie. Donc pour dire, ok, cette piste-là, elle est bonne, elle est viable au niveau des usages, mais elle est également viable au niveau de l'ingénierie, donc au niveau de l'industrie, etc. Donc avoir quelque chose où on pourrait vraiment tester nos principes qu'on aurait mis en place. Déjà, on a dit beaucoup de fois le biomimétisme, mais peut-être que tu peux expliquer très rapidement en quelques mots ce que c'est réellement. Je sais pas. Ben, oui, un peu comme je le disais juste avant, l'idée c'est vraiment de s'inspirer du fonctionnement des systèmes vivants. En général, on les détecte parce qu'ils ont des propriétés assez impressionnantes. Pour citer un exemple, on a des coquillages qui résistent à des pressions énormes, alors qu'ils sont faits à partir de microcristaux et de structures protéiques. Et quand je dis énorme, c'est supérieur à toutes les céramiques qu'on est capable de produire aujourd'hui, ou en tout cas sur des multipropriétés beaucoup plus efficaces, alors que nous on a plutôt tendance à focaliser sur un type de contrainte. Et donc voilà, on va être alerté par ces propriétés-là et après on va essayer de creuser, comprendre ce qu'il en est, essayer de réimplémenter ça avec nos outils technologiques qui sont souvent en fait, on s'en rend compte bien en deçà en performance du vivant, en performance technique déjà, mais surtout en performance environnementale, dans le sens où en général tout ça est fait et auto-assemblé avec des températures et pressions ambiantes, avec des matériaux qui sont présents dans l'environnement, ce qui est un petit peu loin des processus industriels dont on a l'habitude. Voilà. Du coup, ça représentait beaucoup d'opportunités, en tout cas pour le design aussi, pour la conception. Et donc, ce qui a été intéressant en fait au début de notre rencontre, c'est qu'on a dû se mettre d'accord en fait sur une problématique et même sur la définition même de ce qu'était le biomimétisme pour nous en fait. Donc, en étant appliqué à l'objet industriel. Donc voilà. Donc, en gros, ce qu'on s'était dit nous, c'était que le biomimétisme, c'était, alors pour résumer rapidement. C'était quelque chose, une entrée en fait qui nous permettrait de concevoir des objets qui sont du point de vue de l'usage très performants, donc en s'inspirant par exemple des principes, fonctions, mécanismes du vivant, donc en les transférant dans des usages domestiques, mais en même temps quelque chose qui est aussi extrêmement performant du point de vue de l'environnement, parce que nous on a compris ça comme une donnée où on pourrait amener l'approche écologique dans les moyens de conception, dans l'objet en lui-même et dans la façon dont on utilise ces objets-là.
Oula, c'est un petit peu étiré. Donc en gros, dans la façon dont c'est organisé, donc on a commencé à essayer de trouver les points de rencontre de cette collaboration-là. Et on s'était dit qu'on pouvait interagir sur plusieurs endroits en fait. Et donc on a commencé à se dire, bah tiens, est-ce qu'on pourrait créer des nouvelles méthodes de conception qui allient le design à la bioingénierie pour créer des objets biomimétiques. Est-ce qu'on pourrait créer des réseaux d'objets, par exemple, qui s'inspirent de l'organisation? On parle de réseau trophique ou d'écosystème, c'est un peu plus... voilà, d'objets, par exemple, qui pourraient maintenir un équilibre comme le fait la nature, donc pour voir comment s'inspirer du vivant à différentes échelles, à l'échelle de la matière, mais aussi à l'échelle de l'organisation des interactions entre les objets, donc entre les espèces. Ou tout simplement explorer des fonctions du vivant pour voir s'il n'y avait pas des solutions géniales qui existent dans le vivant pour répondre à ces fonctions dans les usages domestiques, mais d'une façon différente. Par exemple, on montrera après, on a travaillé sur, par exemple, une bouilloire. Est-ce qu'on peut pas chauffer de l'eau différemment qu'avec une résistance, qu'avec de l'électricité, alors que, par exemple, dans la nature, il y a des espèces qui font des réactions exothermiques, donc qui permettent chimiquement donc, de produire de la chaleur. Et voilà, donc comment on peut faire réaliser les mêmes fonctions de façon aussi efficace, mais autrement, du coup, en s'inspirant du vivant. Donc peut-être qu'on va présenter rapidement un des objets qui est sorti, donc d'après les modèles de conception sur lesquels on a travaillé, les méthodologies, etc. Donc tu veux présenter rapidement ou... Vas-y. Non, en gros, là, c'est... Donc on avait conçu des méthodes de conception qui nous ont emmené à plusieurs séries d'objets. Et là, c'est juste un exemple. Donc on s'était dit, ok, on va prendre un objet simple de l'environnement domestique, donc la bouilloire par exemple, qui est finalement à petite échelle rempli de problèmes du point de vue environnemental. Donc voilà, par exemple, on utilise l'électronique. L'électronique, c'est quand même une sacrée saloperie. On chauffe toujours à 100 degrés alors qu'on pourrait, la température idéale pour les boissons, ça peut être 60-70 degrés pour le thé par exemple, etc. Donc on chauffe toujours trop. L'isolation est très mauvaise, donc on répète la chauffe à chaque fois, donc on gaspille de l'énergie, etc. Donc finalement c'est un objet qui petit à petit accumule toutes les pertes et fait que son bilan, on va dire dans l'analyse de cycle de vie par exemple, est catastrophique. Et on s'est dit aussi, voilà, la bouilloire peut être un prétexte pour voir sur un petit objet si on ne peut pas tester notre méthode de conception après à différentes échelles, donc à d'autres échelles de complexité. Donc là, par exemple, on s'est servi on avait fait un ACV de la bouilloire au début qu'on a un petit peu amélioré, donc une analyse de cycle de vie pour vraiment créer notre cahier des charges et voir là où il sera important d'intervenir. Donc on avait listé 3-4 points essentiels, je crois. Donc il y avait dans le fait qu'on chauffe on chauffe trop fort, donc il fallait contrôler la température de l'eau. On remplit toujours d'eau à chaque fois, on remplit 1 litre pour se servir une tasse, donc c'est encore du gaspillage, etc., qui agit sur l'analyse de cycle de vie. Donc il faut pouvoir contrôler le volume d'eau. Et qu'est-ce qu'on avait d'autre? L'isolation, oui, en fait, l'eau, on doit répéter la chauffe un certain nombre de fois à chaque fois parce que l'isolation des bouilloires est toujours tellement mauvaise qu'elle refroidit extrêmement vite, donc il va falloir travailler sur l'isolation. Et il y en avait un dernier. Et le mode de la production de la chaleur, oui, qui est voilà, électrique, donc il pose également problème. Donc en fait, on a passé l'objet bouilloire à travers un certain nombre de filtres, à travers de la méthode de conception qu'on avait générée, et qui nous a permis d'aller convoquer dans le vivant d'autres façons de produire ces fonctions, donc chauffer, isoler, etc. Donc là, c'est un des exemples, et finalement, on est arrivé sur une bouilloire qui fonctionne complètement différemment des autres. Donc on a un petit bouchon sur le dessus par lequel on va sélectionner si on veut remplir 1, 2, 3, 4 tasses, etc. On les formes de sphères à l'intérieur qu'on voit, donc là on a vraiment une coupe de l'objet. Il faut en sorte qu'on chauffe de façon optimale la sphère, c'est la forme apparemment optimale pour chauffer l'eau. Donc on chauffe à la fois par le centre et par l'extérieur, donc on a des canaux qui passent, une cheminée qui passe à l'intérieur pour diffuser la chaleur, chauffer de l'intérieur, mais des canaux qui passent aussi à l'extérieur des sphères pour chauffer de l'extérieur. Donc on a une chauffe finalement très très rapide avec un minimum d'énergie. On travaillait sur l'isolation aussi, on s'est inspiré du bec de toucan par exemple, ou des petits picots tirés du principe des poils de l'ours polaire qui sont creux pour garder de la chaleur. Donc pour avoir vraiment une enveloppe isolante à l'objet et garder l'eau chaude le plus longtemps possible, etc. etc. Donc on a réuni un certain nombre de principes inspirés du vivant dans des objets qui sont finalement
équivalent à un déboulloir high-tech. On peut contrôler la température, le volume d'eau, etc., mais tout en ayant un impact environnemental qui est moindre. Donc, on va parler un petit peu maintenant plus de la collaboration. Donc, ce qui a été extrêmement intéressant dans ce projet-là, c'est qu'on s'est rendu compte, mais très très rapidement, qu'on ne parle pas du tout le même langage. Donc, ça a été quand même un gros choc au démarrage du projet. Donc, on voit là, la façon de travailler, par exemple, d'émettre des hypothèses du designer sur la gauche. Donc, on fait des planches, voilà, etc. On fait des hypothèses, on utilise le dessin comme moyen de communication, mais aussi de raisonnement. Et à droite, il y avait ce que Mishka me livrait. Donc, c'était voilà, incompréhensible pour moi. Donc tous ces calculs, ces mots, ces formules mathématiques qui disaient que oui ou non, cette hypothèse-là, par exemple, ne fonctionne pas parce que tu as vu mon schéma, ce n'est pas possible. Mais souvent, en fait, on avait un dialogue comme ça qui se faisait. Moi, je lui présentais, donc à l'oral, etc., mais je lui présentais des dessins en lui disant, bah voilà, moi j'imagine telle solution pour répondre à tel problème. Donc je faisais des scénarios, ce genre de choses. Et lui, il me disait, ok, laisse-moi entre 5 minutes et 2 jours, ça dépend de la complexité. Mais voilà, je vais te répondre, est-ce que c'est possible d'un point de vue de l'ingénierie, est-ce que c'est viable du point de vue de l'industrie, etc. Voilà. Et donc on avait toujours ce petit combat en fait entre nos deux langages. Et on a même découvert des mots aussi qui ne signifient pas du tout la même chose dans les deux langages. Ouais, qui nous a poussé en fait à créer de nouvelles méthodes de coopération, de nouveaux outils, et voilà, tu veux peut-être en dire un peu plus. Oui, non, c'est une excellente question, en effet. Et c'était une position très inconfortable pour moi, parce que j'étais pas venu là pour ça. Mais dans l'idée, oui, Gillian était l'émetteur d'idées, on va dire. Lui qui dessinait beaucoup les principes, qui émettait les idées. Et moi, j'étais l'enterreur d'idées. C'est-à-dire, ah non, mais ça nous mettrait 2 ans à dimensionner, on va pas pouvoir faire ça dans le cadre du projet. Ah non, mais ce matériau, c'est une catastrophe écologique, on va pas l'utiliser, sinon ça ruine complètement l'optique du projet. Ah non, et en fait, j'étais le sabre. Et donc, c'est vrai que c'était une posture qui n'était pas évidente. Malheureusement, je crois qu'il fallait que quelqu'un l'ait. Ce que j'ai appris peut-être, c'est que dans notre pratique en science, on a un peu tendance à essayer de sélectionner très vite, en fait, très tôt dans le processus, à savoir si quelque chose est viable ou pas avant de pousser plus loin, savoir si, vraiment faire l'étude de faisabilité le plus tôt possible. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en design, on essaye plutôt de générer énormément d'idées dans un premier temps. En tout cas, dans la méthode de Gillian, ça transparaissait pas mal, et j'ai discuté avec d'autres qui m'ont dit aussi pratiquer le même genre de méthode, c'est de laisser le fil créatif couler pendant qu'il est là, donc générer un maximum d'idées, et on sélectionnera plus tard. Et donc ça, c'était, je dirais, un des premiers points déjà méthodologiques que j'ai appris au contact de Gillian, et que je mets en pratique maintenant quand j'ai des phases de créativité dans mon travail, de pas tout de suite venir avec l'esprit critique, laisser couler, laisser émerger, même si on voit que l'idée est pas bonne, la noter. Comme Gillian insistait toujours de faire oui, on a dit qu'elle était pas ok, mais laisse-moi le temps de la dessiner quand même, pour faire voilà, laisser de la place en fait à la créativité. Et donc pour boucler sur les nouveaux outils de collaboration, en effet, je pense qu'il y avait aussi une vision qui s'affrontait, qui a été assez intéressante de part et d'autre. C'est la notion du systématisme dans la méthodologie, qui est assez poussée, je trouve, dans le domaine scientifique ou en ingénierie. On aime bien les méthodes systématiques, reproductibles, avec des grilles, des tableaux, des principes, des procédures. Et on pratique aussi des méthodes non systématiques, dans la recherche notamment, beaucoup, parce que vu qu'on est en train de découvrir, on n'a pas déjà la grille toute prête pour découvrir, donc on doit faire un petit peu plus d'improvisation. Mais c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de pratiquer, de formuler, de réfléchir dessus aussi, forcément. En tout cas, en tant que praticien, il y a des théoriciens qui le font, j'imagine. Et donc là, c'était intéressant aussi pour moi. Je suis beaucoup revenu en fait des méthodes systématiques depuis. J'ai suivi il y a 2 semaines un séminaire sur des méthodes de créativité systématique, justement, et j'étais très agacé de voir à quel point on s'enferme là-dedans, à quel point il faut absolument que voilà, on ait cette étape, puis cette étape, puis cette étape, sinon on n'arrive à nulle part. Et pour ça, Gillian a été un très bon apprentissage pour moi, de justement laisser faire. On rentre en contact avec énormément de choses,
beaucoup de place à l'intuition, à la génération prolifique de plein d'idées, et petit à petit, il y en a une qui va faire sens, et vraiment faire confiance en fait. Donc ça, c'était voilà, un deuxième point méthodologique que je me suis efforcé de mettre en œuvre. Et donc pour revenir donc sur les méthodologies aussi, et pour revenir sur le point des structures qui était soulevé tout à l'heure, qui à mon avis est très important, je pense que quelque chose qui nous a pas mal mis sous pression dans notre pratique, c'est les attentes respectives de nos deux institutions en sortie de projet. Moi justement, même si j'avais compris en quoi c'était intéressant de rentrer dans cette méthodologie très empirique et très intuitive, si j'arrivais à mon diplôme d'ingénieur et je disais ouais alors l'intuition c'est super, j'avais pas mon diplôme. Donc il fallait, après j'ai eu un travail énorme et ça m'a pris en fait un tiers du temps du projet, de reformaliser, pas forcément de façon systématique, mais au moins de façon décrite, reproductible on va dire, la méthode de travail qu'on avait eue. Et des fois tomber sur des choix qu'on avait faits sur la base de critères qui se sont avérés faux 3 mois plus tard, etc. Et reconstruire un fil cohérent après coup était quelque chose de pas évident et qui m'a pas mal mis sous pression et qui a fait qu'en fait on a dû arrêter la collaboration en mars alors que j'avais ma soutenance en septembre et Gillian en octobre. C'est-à-dire que le temps à disposition pour creuser était en fait assez court au final. Oui. Bah, je laisse répondre. Par rapport à, du coup aux attentes de... Oui. Non, finalement, moi pas vraiment, parce que j'avais quand même tout le contenu accumulé dans le mode on va dire de méthodologie de travail du designer, donc avec je mettais toujours en fait un fond de concept, etc. Je gardais toujours la méthodologie d'un projet classique, sauf que à chaque fois je venais faire Mishka pour valider ou non des principes, etc. Donc en fait je rajoutais des filtres ou des couches à la méthodologie de base que j'avais mise en place en fait de mon côté. Après c'est surtout, ça a beaucoup changé de choses pour moi, mais on va y revenir après dans les méthodes de travail. Est-ce que en fait, je pense que c'est mieux qu'on en reparle juste après ça, parce qu'on a beaucoup de choses à en dire sur la façon en fait dont on a perçu les choses et on a vraiment évolué. Mais il y a quelque chose aussi un outil qu'on a essayé de mettre en place justement parce qu'on s'est rendu compte que lorsque on avait à générer de nouveaux outils, un nouveau langage, etc. Donc vulgariser même nos façons de communiquer, en fait, ce qu'on montrait à l'autre, on avait besoin de quelque chose pour, on va dire, mutualiser tout ça, se rendre compte de ce qui arrivait. Et il fallait qu'on conçoive une sorte d'outil qui rassemble tous ces questionnements, qui nous permettent en fait finalement de porter un regard sur nos pratiques, nos réflexions en même temps que ça se construit. Donc une sorte de recherche-action ou de pratique réflexive, donc qui nous permettait de dire ok, là on est en train de construire des nouveaux outils de collaboration, de coopération, mais comment ça marche, qu'est-ce qui s'y passe, il va falloir qu'on décrive tout ça. Et on a décidé de documenter notre projet en fait par le biais de cet objet-là, donc qui est en fait un cahier de laboratoire. Donc on a entendu 2-3 fois parler de designer ou chercheur versus designer, donc il s'appelle Versus. Donc en gros c'est ça. Donc c'est d'abord un outil qui nous a permis de communiquer entre nous, donc de se dire ok, on parle pas le même langage. Donc Mishka utilise des calculs, moi le dessin, mais on parle tous les deux, on sait tous les deux écrire, même si on n'a pas le langage, on va se donner l'objectif de pouvoir toutes les semaines se communiquer une sorte de missive en disant bah moi j'ai expérimenté autour de ça, j'ai eu telle ou telle idée, mais comme en gros le principe c'est de d'écrire tous les jours, donc de façon quotidienne, ce qu'on a découvert, ce qu'on a fait, mais pour l'autre, pas pour soi, on était obligé de formuler par le langage, de vulgariser déjà tout ce qu'on a fait ces derniers temps pour le transmettre à l'autre. Donc on a comme ça un cheminement pendant, là ça contient 9 mois ou 9 mois, c'est ça ? Oui, peut-être 6 mois, on a fait déjà une sélection, un écrémage de toutes nos idées. On se disait, bah, tiens, là, on met en place telle méthodologie là, il faudrait peut-être revoir tel ou tel aspect pour que ça fonctionne mieux. Et finalement, on soumettait à l'autre à la fin de semaine, qui lisait la partie de l'autre,
Et à chaque fois, on se faisait comme ça une sorte de tennis d'idées autour de nos pratiques, mais aussi du projet. Donc ça rassemblait un petit peu tout. Donc c'est une véritable mine d'or pour nous. Et il y a un aspect qui est en même temps très intéressant dans ce qui est de laboratoire qu'on a vu plutôt a posteriori, c'est le côté aussi de la chronologie du projet. On a écrit tous les jours, on a gardé une certaine chronologie donc on a l'historique du projet, ce qui nous a permis aussi en même temps dans la construction de ce projet-là, c'est de nous dire, voilà, en cas d'échec, on peut revenir en arrière parce qu'on a conscience de tout le processus qu'il y a eu en amont et de se dire, voilà, on a des nœuds, des points clés dans le processus de décision qu'on a noté et on peut revenir en arrière pour emprunter un chemin parallèle, par exemple, alternatif, on va dire, tout en étant capable de se remémorer toutes les étapes qu'il y a eu avant, les résultats des expérimentations, parce que Mishka a fait beaucoup d'expérimentations en laboratoire aussi pour se dire, bah voilà, telle piste fonctionne, telle piste ne fonctionne pas. Donc ça a été un jeu, on est parti sur 10 000 chemins à peu près, et il a fallu sans cesse revenir en arrière pour se dire, bah là ça marche pas. Donc on revient, comme ça on relit ce qu'on a fait juste avant, puis on repart dans un autre sens pour tester et valider ces hypothèses-là. Non, j'insisterai, déjà je donnerai un peu plus de détails sur la notion de cahier de laboratoire. C'est pas un terme anodin en fait. Je pense que les physiciens et biologistes ici présents le savent. Le cahier de laboratoire, c'est là où on note les résultats bruts, en fait. En tout cas dans la pratique appris en biologie. Et là, c'est vraiment aussi l'exercice. C'est-à-dire que on note au jour le jour les idées, les réflexions qu'on a sur notre propre pratique ou sur la pratique de l'autre, des choses qu'on pense avoir compris en termes de langage, en termes aussi des résultats plus techniques, des fois quand on a fait quelques expériences, comme c'était le cas. Et donc c'est vraiment un matériau très brut en fait. Et à la lecture, je pense que ça peut quelquefois être un peu pénible du coup, parce que c'est très brut. Et on a même eu un très beau qualificatif de cahier de brouillon à la soutenance par le président du jury, parce que justement c'est du texte quotidiennement. Il y a des redites, parce que des fois on faisait le cahier de laboratoire après avoir parlé sur Skype, donc en fait on explique la même chose. Par contre, c'est intéressant, c'est qu'on l'explique avec deux langages différents. Et donc donc sur cette notion de cahier de laboratoire, il y a vraiment un aspect de minimum de travail possible. Et je pense que c'est plus nos mémoires ou dans le cas de Gillian, la restitution du travail de diplôme qui formalise en fait. Et je pense que c'est très important que ce cahier ait cette notion de brut, justement parce qu'il permet de suivre, comme disait Gillian, aussi l'évolution de notre vision du projet, de notre vision de notre métier, de notre vision de l'objet qu'on faisait. Et du coup, on peut voir voilà, toutes les pistes avortées, la vision qui s'affine, quelques idéaux qui tombent aussi sur la route. Donc c'est vraiment l'idée aussi pour nous. C'est un mode de communication non seulement entre nous, c'est un mode de communication vers d'autres, parce que je pense notamment pour le jury de Gillian, ça a été très intéressant de lire ce cahier pour comprendre un petit peu de quoi il en traitait dans le projet. Parce que quand on voit le résultat de la bouilloire, on n'a pas forcément tout le travail justement d'élagage du buisson potentiel qui a été fait en amont. Et c'est aussi, je pense, en tout cas en ce qui me concerne, un bon outil de communication et de réflexion sur ma propre pratique. Et je pense que Gillian dirait la même chose par rapport à sa pratique aussi. Relire de temps en temps ce qu'on disait il y a 2-3 mois et repiocher des idées, ou alors noter que en fait, cette vision-là, elle s'est complètement effondrée depuis. C'était intéressant. Voilà. Juste oui, c'est quelque chose que tu poursuis, que Mishka poursuit dans son travail maintenant, en fait, l'écriture d'un cahier de laboratoire. Et moi, c'est quelque chose que je vais remettre en place. Mais c'est vrai qu'on s'est rendu compte que, en gros, d'avoir cet outil, même un mode de représentation des idées, est quelque chose d'essentiel pour communiquer avec le partenaire, on va dire, scientifique où on peut justement livrer et faire participer même à la recherche du design le scientifique et vice-versa finalement. Donc voilà, en gros. Aussi, le média qu'on a choisi, qui est donc du texte, n'est pas anodin non plus. C'est que moi, je ne sais pas dessiner. Parce que Gillian a un très beau suivi de son projet sous forme de dessin. Et en fait, le texte, même si le langage n'est pas forcément le même et qu'on a appris à se l'apprivoiser tout au long du projet, le texte était en fait un des seuls médias qu'on avait en commun. Donc du coup, c'était aussi le seul moyen de confronter en fait
trouver un genre de terrain d'entente dans nos deux pratiques, c'était de la décrire en texte, soit en voix en discutant, mais en texte. C'est bon? Ok. Est-ce qu'on avait un autre point? Ok. Alors je crois qu'on avait décidé de finir plutôt par une perspective un peu par rapport à ce qu'on fait actuellement, en quoi cette collaboration a influé nos méthodes de travail, parce que ça a été le cas, en tout cas en ce qui me concerne. J'étais intervenu à la soutenance de Gillian qui m'avait demandé d'intervenir sur ce point, donc je vais reprendre brièvement les 3 points que j'avais soulevés, et qui sont 3 points que j'essaye d'incorporer dans ma pratique actuelle en tant que scientifique, et je suis intéressé d'avoir un retour sur les scientifiques présents, et les designers aussi d'ailleurs, s'ils ont des expériences similaires ou d'autres principes qu'ils ont retenus. Donc le premier principe qui m'a relativement frappé par rapport à l'éducation qu'on a en ingénierie, c'est le soin qualitatif qui est apporté aux choses dans la pratique du designer. C'est-à-dire qu'on prend le temps, et ça fait partie de la valorisation d'un projet, d'avoir un soin qualitatif à la réalisation. Ce qui me semble être peu présent en sciences. On nous demande d'être très rigoureux, d'avoir très bien formalisé ce qu'on a fait, etc. Par contre, après, on ne nous demande pas du tout d'avoir quelque chose de beau, en fait, au final, ou d'avoir quelque chose qui parle. Là, typiquement, je me rappelle que Gillian s'est fait féliciter sur son univers graphique qu'il avait mis autour de la représentation de Versus pour la soutenance. Ça, c'est un truc inimaginable sur un projet d'ingénierie. Si on fait un PowerPoint, c'est déjà pas mal. Donc, c'est un premier point, et que je pense c'est un premier clivage aussi entre les deux domaines. Le deuxième point que j'ai abordé déjà un peu plus haut, c'est faire confiance à l'émergence. L'émergence dans les sciences complexes, c'est le principe qui fait qu'à partir de choses simples, il peut y avoir des phénomènes qu'on a de la peine à expliquer qui apparaissent. Et pour moi, ça s'illustre très bien dans la méthodologie de recherche de Gillian, qui pendant 1 mois a frénétiquement exploré plein de sources, notamment d'images, en lien avec les thématiques du projet, donc la biologie, l'ingénierie, etc. Et qui, en fait, ça le nourrissait, sans forcément qu'il en ait conscience, mais ça nourrissait ses idées après coup. Et après avoir sorti l'idée, il disait « Ah tiens, ça me rappelle », et retournait chercher dans sa recherche. Et donc ça, c'est pareil, quelque chose en science, on essaye toujours d'avoir une parfaite traçabilité de la méthodologie. En tout cas, on s'en efforce, même quand c'est pas le cas, on essaye de rebricoler un chemin. Et je trouve intéressant cette approche vraiment volontairement en boîte noire, que j'essaye aussi d'implémenter maintenant dans ma pratique. Et le troisième point, qui peut faire un peu débat, je pense, c'est la pensée, la culture du subjectif, en fait. C'est-à-dire que le designer n'a pas de problème à assumer qu'il est un sujet, qu'il a une vision, qu'il a des préférences esthétiques, des préférences qualitatives sur certains points, que ça il aime pas, etc. Et c'est quelque chose en science qui est présent aussi, à mon goût, dans le choix des problématiques, la façon dont on mène la recherche, mais c'est pas assumé. Le mieux, c'est une pipolisation d'une personne qui a fait un truc super bien. Genre là, il y a un professeur de mon école qui a fait un TED parce qu'il a réussi à refaire marcher des rats qu'on avait détruit la colonne vertébrale. Aussi, il y a pas mal de choses à dire sur la méthode. Donc, ils détruisent des colonnes vertébrales de rats, puis après, ils les réparent, et du coup, ils font un TED. Donc ça, c'est super people. Il est dans tous les journaux en Suisse. Il vient de Paris, d'ailleurs, je crois. Mais par contre, on n'a pas du tout... cette personne va pas dire, bah voilà, moi, ce qui m'a parlé, je me suis toujours intéressé à telle et telle chose, donc ça a convergé vers tel élément. Et pareil, en soutenance d'ingénierie, on n'a pas du tout, comme c'est le cas en soutenance de design, à devoir présenter son parcours. Pourquoi on en est là et par où on est passé. Et ça, en ingénierie, c'est pas le sujet. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent en fin de diplôme, qui ont appris plein de choses, qui sont très talentueux, mais qui n'ont aucune idée d'où ils veulent aller avec. Donc c'est aussi, à mon avis, un apprentissage qu'on doit faire en science, sans rentrer dans de l'égocentrisme malsain, mais voilà, admettre qu'on est un sujet, y compris si on essaye de travailler de manière objective. Voilà. C'est bon ? Ok. Voilà.